Bonjour les amis, je me demande si je suis pas un petit peu bas. Attendez. Ouais, je pense que ça va être mieux comme ça. Alors, bienvenue à la revue de marché hebdomadaire de Bronson Charles Trading Strategy, la chaîne YouTube du scalping et du trading francophone spécialisé en order flow, carnet d'ordre, time and sales, bookmap, market profile, volume profile, footprint, tous les outils efficients. On va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, ce qui va éventuellement se passer la semaine prochaine. On va d'abord commencer par le contexte. Maintenant, vous avez l'habitude, le contexte macro et microéconomique ainsi que géopolitique. Et ensuite, on passera au graphique pour le quadrillage et les niveaux. Donc, on va commencer par notre... maintenant, vous connaissez notre Fear and Greed Index. Il n'a pas bougé à une exception près. Deux exceptions près. Il faut regarder un petit peu plus en détail les choses. Il est toujours dans le greed, cupidité, comme la semaine dernière. Certes, cependant, il y a deux choses qui ont bougé. Le market momentum est passé de greed à neutre. C'est la position du SP500 par rapport à sa moyenne mobile 125. Mais on constate que ça stagne là, hein. Je disais déjà la semaine dernière, ça stabilise. Là, c'est pareil. On a fait des petites envolées, puis on est revenu mourir. Donc, au final, on stagne. Même si on a quand même une semaine plutôt positive, c'est quand même pas super directionné. Et le deuxième élément du Fear and Greed Index qui devient inquiétant et qui agit comme c'est des indicateurs avancés, tout ça, hein. C'est le jug bond demande. Tous les autres n'ont pas changé. Le VIX a continué à. Il est toujours neutre, hein. Il va bientôt passer à. Il va certainement changer bientôt parce qu'il n'arrête pas de descendre le VIX, hein. Euh, donc, un VIX, plus il est bas, moins il y a de la volatilité. Et plus les gens sont rassurés, moins il y a de peur sur les marchés. Là, effectivement, on a vu que la volatilité, à part des périodes très courtes en intraday, où il y a eu des fortes explosions, la volatilité est vraiment en berne, hein. Et je pense que ça va pas s'arranger la semaine prochaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le VIX, lui, continue à baisser. Et par contre, un élément qui va dans le sens inverse, c'est le jug bond demande, qui commence à montrer des signes d'extreme fear, d'extrême peur. Et je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, moi, plutôt que l'inverse. Donc, je ne me laisserai pas berner par un VIX qui descend, mais je me laisserai plutôt alerter par un jug bond demande qui augmente. Mais là, il a vraiment augmenté très très fort, et on va voir pourquoi. Et on va voir pourquoi je pense qu'on va plutôt se diriger dans les semaines qui viennent vers une peur. En début d'année 2023, enfin, je vais poser mes scénarios, euh, poser mes hypothèses. Je ne dis pas que je vais avoir raison à 100%, mais en tous les cas, on aura tous les éléments pour bien réfléchir en temps réel. Alors, donc voilà, ce Fear and Greed Index, il est toujours sur grid, certes, mais il y a des petits changements, hein. Le market momentum commence à fléchir un peu, bien qu'on soit toujours dans ce rallye haussier de fin d'année, hein. Et le junk bond demand vient de faire un bond, et ça, c'est comme si vous avez un signal d'alerte dans un coin qui fait bip, 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 fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. C'est vraiment un signal avancé, quoi. Ok. Et on a eu cette semaine deux moments phares, le discours de Powell, c'était mercredi je crois, soir, et le NFP vendredi. Et justement, dans ces deux moments phares, on retrouve les problématiques qui font que les marchés sont un petit peu perdus entre cupidité ou peur. Que choisir? On va voir ce qu'il en est, on va voir ce que les marchés
pense, on va voir ce que les marchés anticipent, on va voir ce que ça implique pour notre trading. La première grosse étape de la semaine, ça a été le discours de Powell. Le discours de Powell, si vous voulez, il a dit pas mal de choses, mais ce qu'il faut en retenir, c'est ce que les marchés ont retenu de ce qu'il a dit. C'est plutôt ça. Et je suis assez surpris, et je suis pas le seul. Je suis pas le seul, parce que je trouve qu'il a été assez clair sur certaines choses, mais que les marchés ont voulu entendre que ce qu'ils voulaient. Parce que suite à son discours, regardez ce qui s'est passé, on a eu ceci. Suite à son discours, on a eu ceci. Bam! Elle est un peu grosse la flèche, excusez-moi. On a pété au nord, quoi. En fait, on a fait, avant de revenir à Powell, on a fait le scénario numéro 1 dont je vous avais parlé dans ma revue de marché. On a été chercher les acheteurs et ensuite on a pété au nord. Et j'ai bien cru qu'on allait atteindre mon objectif des 4150 ici. Mais non, on s'est arrêté juste en dessous vers les 4100. Avant, avec les news de fin de semaine, de redescendre, mourir en intra-week. Et en essayant en fin de semaine de reprendre un petit peu, mais on est quand même mouru en intra-week. Donc, scénario plutôt sympa, et mon quadrillage de terrain était nickel. On va revenir après dessus. J'ai posté quelques images sur Twitter dans la semaine, mais vraiment, vous aviez mes niveaux, vous étiez patient, vous faisiez des petits scalps toute la semaine, et vous faisiez une semaine tranquille, sans pression. Donc, nickel, quoi. Pour revenir à Powell, donc. On revient à Powell. Et on parlera des graphiques après. Les experts mettent en garde contre les petits caractères du message de M. Powell. Et je suis complètement d'accord avec ça. Si vous voulez, Powell, mercredi, donc c'était mercredi, le président de la Fed, a eu un discours, comme d'habitude, plutôt au quiche. Plutôt quiche, c'est-à-dire il est absolument pas revenu sur le fait qu'il va falloir continuer le resserrement monétaire, c'est-à-dire la remontée des taux. Il est absolument pas revenu là-dessus. Il a bien dit que ça c'était cette continuation du resserrement monétaire, cette continuation de la montée des taux de la part de la Fed, c'était bien corrélé au marché de l'emploi et à l'inflation. Et les marchés, eux, ils ont entendu qu'il y aurait un ralentissement du rythme des hausses des taux d'intérêt, peut-être dès la prochaine réunion de décembre, parce que Jérôme Powell, dans ses propos, il était plutôt optimiste sur les derniers résultats qu'on avait eus au niveau du marché du travail. C'est vrai que le rapport Jolt, il y a eu un rapport Jolt et puis il y a eu d'autres chiffres qui montraient que le rapport du travail se détendait. Et donc un marché de l'emploi qui se détend, ça veut dire que la remontée des taux de la Fed agit bien sur le marché de l'emploi et donc va agir sur l'économie et sur l'inflation. Le discours de Powell n'apportait pas vraiment de nouveautés, rien qu'on ne savait déjà, rien que les investisseurs ne savaient déjà. Mais en fait, avant le discours de Powell, le marché donnait une probabilité ça n'a pas bougé, hein, de presque 75% que lors de la réunion de décembre, la Fed augmente ses taux de 50 points de base par rapport aux 75 points de base auxquels elle avait été relevée lors des 4 dernières réunions. Et la probabilité est restée à ce niveau après le discours de la Fed. Mais donc ça n'a rien changé, mais pourtant on s'est envolé. Mais certaines déclarations du président de la Fed ont interpellé les investisseurs qui n'ont retenu que la confirmation que la Banque centrale américaine commencera à ralentir le rythme de ses hausses de taux dès sa réunion de décembre, ignorant tout le reste. Ils ont entendu que ça, et ils ont ressorti que ça. C'est pour ça que les indices se sont envolés. Parce que revenait l'espoir d'un fait pivot, revenait l'espoir que les taux s'arrêtent,
de monter et que même ils redescendent, et peut-être même dès la réunion de décembre dans 15 jours. Imaginez-vous, ils ont retenu que ça les marchés. En fait, ils ont vraiment voulu entendre que ce qu'ils voulaient entendre. Et ils sont retombés, et ils sont retombés sur Terre vendredi, hein, je vous le dis tout de suite avec le NFP. Hein, ça a fait bah, la réalité est revenue toquer à leur porte. Bref. Moi, je n'ai pas compris cette envolée de mercredi, parce que Powell, il n'a rien changé à son discours de d'habitude. C'est toujours le même discours. Hein. On attend toujours un terminal rate à 5%, voire au-delà. On est toujours corrélé à l'inflation et au marché de l'emploi, et tout ça, on était avant le NFP en plus, donc on ne pouvait pas savoir. C'est vrai que le NFP, on l'attendait moins bon que prévu. Donc les marchés se sont dit, ouais, ça va continuer dans le bon sens, mais ils sont redescendus sur Terre parce qu'en fin de compte, on a eu un NFP beaucoup mieux que prévu. Et vous allez voir, je vais vous en parler. Et donc, ça a été catastrophique pour eux. Donc voilà, première étape, c'était ça. C'était ce discours de Powell. Ça a fait envoler les marchés mercredi. Et comme d'habitude, hein, c'est marrant hein, parce que c'est souvent ce qu'on a. Regardez sur la semaine où on avait eu l'inflation, on avait eu le même type de structure de semaine. On va chercher les acheteurs, il y a la news, là c'était l'inflation, l'IPC, bam, on monte et après on balance en haut. Eh bien là, je me souviens plus que la semaine dernière que c'était, il y a eu un FOMC il y a pas très longtemps. On a été chercher les acheteurs, boum, on est monté, on a balancé tout en haut. Et ben là, c'était NFP et Powell. On a été chercher les acheteurs, boum, on est monté et on a balancé tout en haut. Ça fait 3-4 semaines qu'on a la même structure d'action de prix, d'accord? La semaine prochaine, à mon avis, on va s'endormir un petit peu parce que souvent, quand on a eu l'inflation qui a fait exploser les prix sur cette semaine-là, après, pendant la semaine d'après, on s'est endormi un petit peu. D'accord? C'est vrai, puis en plus, la semaine prochaine, il n'y a pas énormément de news, hein, on va voir ça. Donc là, c'est pareil, j'ai un petit peu peur que la semaine prochaine, on s'endorme un peu dans cette zone-là, on va voir ça. Mais la semaine d'après, il y a le FOMC. Et les enjeux sont énormes. 0,50 points de base, 0,75 points de base. Pour l'instant, on est sur 0,50 en probabilité, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 0,75. Et si jamais il pète un 0,75 et que les marchés s'y attendaient pas, oh là 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 là, attention. Hein. Donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, ça risque d'être chaud. La semaine prochaine, ça va être plus tranquille. Vous allez voir, je vais vous montrer le calendrier. Donc je serais pas surpris qu'on soit dans une semaine un peu comme ça, là, balancé, on accepte la zone où on est là. On va voir ça quand on va regarder les graphiques après. On va continuer sur le contexte. J'ai pas beaucoup. Là, maintenant, j'ai vu la première phase, hein, c'était le discours de Powell. On va voir la deuxième phase, le NFP vendredi, puis après, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter sur le contexte. Hein, ça va être rapide. Donc, en fait, après, donc, il y a eu vendredi. On était très impatient d'attendre les résultats du NFP. Et c'est un risque clé. L'emploi US était très attendu parce que c'était vraiment un risque clé, hein, je vous le répète. Le marché de l'emploi et l'inflation, c'est ce qui dicte la politique monétaire de la Fed et des autres grosses banques centrales mondiales, hein, la BCE en tête de liste. Hein. Et donc les marchés attendaient ce thermomètre, attendaient cet indicateur avec impatience pour anticiper ce qui allait se passer à la prochaine réunion du FOMC en décembre et pour anticiper la future politique monétaire de la Fed. Toute la question est-ce que l'on va continuer à resserrer à remonter les taux, ou est-ce qu'on va ralentir cette remontée? Est-ce que donc on va avoir un Fed pivot ou pas? Et quel va être le terminal rate en 2023? Alors, on s'attendait à ce qu'on ait 200 000 créations d'emplois. C'est-à-dire qu'on s'attendait, et un taux de chômage à 3,7, on s'attendait à un NFP moins bon que d'habitude, d'accord? Et les marchés s'attendaient à ça. Alors, si les prévisions se réalisaient, ça aurait été une bonne nouvelle parce que les données, même si elles restaient à des niveaux assez solides, les données renforçaient plutôt une position dovish de la Fed. Si on avait un NFP moins bon prévu, on aurait ça aurait confirmé ce que les marchés avaient entendu mercredi dans le discours de Powell, c'est-à-dire une position plutôt dovish.
Donc ces chiffres de l'emploi, ils allaient déterminer vendredi la tendance avec laquelle les marchés boursiers clôtureraient la semaine, d'accord? Un résultat par contre qui aurait été supérieur aux attentes des analystes déclencherait une vente sur les marchés obligataires et sur les marchés boursiers. Un sell-off, ça c'est sur les marchés obligataires, attention, pas sur le yield, hein, sur les marchés obligataires et sur les marchés boursiers. Ça c'est sûr, puisque ça veut dire, si le marché de l'emploi est bien meilleur que prévu, ça veut dire que l'économie va surchauffer, ça veut dire que l'inflation va surchauffer, ça veut dire que la remontée des taux de la Fed n'est pas suffisante pour faire ralentir tout ça et qu'ils vont continuer à remonter les taux. Et qui dit taux qui remonte, dit très mauvais pour les actions et très bon pour les rendements des obligations, pour les yields, mais très mauvais pour les actions. Donc, et très mauvais pour l'économie, très mauvais pour les entreprises qui dépendent de taux d'intérêt par le biais à cause des crédits, les emprunts qu'ils font. Donc, une situation pire que prévue que les prévisions des analystes aurait donné certainement des ailes à la reprise des obligations et des actions. Ça, c'était une certitude. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le NFP, je vais vous montrer, il a été meilleur que prévu. Et en plus de ça, c'est même pas le pire, c'est pas ça. C'est que les révisions du NFP précédent ont été positives. Donc là, ça a été la catastrophe. Regardez, on a eu un NFP qu'on attendait à 200 000. Consensus était 200 000. On l'a eu à 263 000. Largement supérieur aux attentes. Et le précédent qui était ressorti à 261 000, il a été révisé à 284 000. Et énorme, énorme. Sans parler le pire de tout ça, c'est l'average early earning, c'est les salaires horaires moyens, qui sont ressortis à 0,6, alors qu'on les attendait à 0,3, 2 fois moins, et ils ont été révisés à 0,5 alors qu'ils étaient sortis à 0,4. C'est une catastrophe. En year to year, ils sont à 5,1 alors qu'on les attendait à 4,6. C'est une catastrophe. Enfin, catastrophe, non. C'est un très bon marché du travail, mais ça veut dire que les remontées de taux de la Fed n'arrivent pas à ralentir le marché du travail. Le marché du travail est surtendu, ça provoque de l'inflation, et ça, c'est ce que la Fed craint le plus au monde. La Fed veut que l'inflation descende à 2%. Et là, on n'y est pas du tout, et ça va continuer à s'empirer si le marché du travail surchauffe toujours comme ça. Donc, quand les marchés ils ont vu ça, ils se sont dit oh là là, mercredi on s'est complètement planté et on a interprété les choses de travers et bam, sell-off. Ils se sont cassés la gueule. Eh ben oui, c'est normal. Et en fin de séance, alors me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, ils ont retracé un petit peu tout ça. Vous voyez, ils se sont cassés la gueule. Bam, jusqu'ici au moment du NFP, et après, tranquillement, toute la fin de séance, ils ont retracé 70 à 80% de tout le mouvement. Bon, j'avoue que peut-être que c'est juste un aspect technique, il y avait des trous qui ont été laissés, peut-être qu'ils sont venus recombler les trous, et puis qu'après l'indice ça va redescendre. Hein. Bon, moi j'avoue que je ne comprends pas bien, les indices européens, eux, ont clôturé en baisse, puisqu'ils ont clôturé avant les US. Les US, eux, après que les indices européens aient clôturé leur session cash, ils ont pris un malin plaisir à remonter. Bon, ils ont remonté tout doucement. Hein. C'était vraiment des remontées très en wash and go, hein, très en zigzag. Mais la première intention, ça a été gros sell-off. Alors je pense aussi que les marchés, quand ils ont vu que ça ne faisait pas bouger le target rate probability, c'est-à-dire ça là, donc ça on peut l'enlever maintenant. Le target rate probability est resté à 78,2%, qu'on remonte les taux de 0,50 en décembre, à la réunion de décembre. Ça n'a pas bougé, malgré le NFP. Donc je pense que quand les marchés ont vu ça, c'est pour ça qu'on a commencé à reprendre du terrain. Mais ce terrain, on l'a repris, mais vraiment, ça a été très lent et très souffreteux. Hein. Vous voyez, là, ça c'est la bougie du NFP.
La bougie 30 minutes de FP où on prend un sell-off de 75 points sur le SP500 en moins de 30 minutes, ce qui est énorme, hein. 75 points en moins de 30 minutes, ça fait 300 ticks, c'est énorme. Et après, ces 300 ticks, on les a repris, mais regardez, vraiment, ça a été, même si on voit le facteur de rotation là qui augmente, là, ça veut dire que même si on a toujours fait des bas de plus en plus haut et des hauts souvent de plus en plus haut, ça a été quand même très souffreteux parce que vous voyez, il y a des mèches, hein. On montait, puis ça redescendait. 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 C'était une remontée très souffreteuse, un peu pour combler aussi tous les trous. Et je suis pas certain que ce soit une remontée si costaud que ça. Une remontée pour remonter, si vous voulez. C'est pas une remontée pour. C'est pas des gros acheteurs. D'accord, qui se sont présentés parce que les marchés la semaine prochaine vont s'envoler. Je pense que c'est une remontée technique et je suis pas sûr que ça continue à monter comme ça en début de semaine prochaine. Pas sûr du tout, du tout, du tout, du tout. Bref, voilà. Ça, c'était le deuxième événement contextuel de la semaine. Et c'est ce qui fait que les marchés sont revenus mourir dans le profil intra-week, hein. C'est ce qui fait que malgré l'envolée ici de mercredi, grâce à Powell, on est revenu mourir en intra-week, même si on a retracé un peu en fin de session. On est revenu mourir en intra-week, un petit peu sous le POC de la semaine. Le POC de la semaine, il est là. Donc on a clôturé en dessous le POC de la semaine. En intra-week, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de nouveau plus haut en clôture. Donc voilà, c'est pas une semaine pour rien parce qu'elle est quand même légèrement positive. On va voir ça. Mais c'est pas une semaine formidable non plus et on en est toujours au même point. On attend le FOMC du 14 décembre. Voilà. Regardez, au moment du NFP, le spike qu'il y a eu sur rendement, le taux de rendement du 2 ans US. Blah. Mais après, je vous rassure, ça a rebaissé un petit peu. D'ailleurs, je vais vous montrer sur Finviz les taux. Ils ont tous eu cette réaction, hein. C'est normal. Et exactement comme les rendements, hein, exactement comme les indices, ils ont eu une première réaction très très forte et puis après ça a retracé. Il fallait bien surveiller ces rendements, regardez le 10 ans, et l'anticorrélation entre les rendements et les indices était assez nette. Et je vais vous mettre en 5 minutes, voilà. Bam! Ça c'est pas le rendement, hein, ça c'est l'obligation, c'est le 10 ans US, c'est le contrat futur. Donc comme les indices, bam, ça s'est cassé la gueule, il y a eu beaucoup de volume, et après, on est remonté tranquillement, tranquillement, tranquillement. Le 5 ans, pareil. Le 2 ans, pareil. Et le 30 ans, pareil. Tous. Il fallait bien les suivre, et suivre bien ces carnets, indices et taux, et on était bon pour les corrélations, et les courbes des yields aussi, et l'anticorrélation avec les courbes des yields était très intéressante. Par exemple, le 10 ans US, ça c'est le yield, donc c'est pas le contrat futur, c'est le yield, donc c'est le rendement. Donc le rendement, lui, voilà, ce qui s'est passé. Attends, on va mettre. C'est l'inverse, hein. Bam, c'est monté et ensuite c'est redescendu complètement, complètement, complètement. Il fallait bien suivre ça sur TradingView ou sur Investing, bien suivre le yield, les courbes du yield pour la corrélation, l'anticorrélation avec les indices. C'était c'est très important dans ces cas-là de suivre les corrélations et les anticorrélations. Ok, bon. Alors je tiens à signaler que les marchés commencent à être très inquiets par rapport avec tous ces chiffres. Le spectre de la récession revient et il commence à y avoir des licenciements. Et les marchés commencent à être très très inquiets par rapport à... Parce qu'ils savent que le marché du travail va finir par se retourner avec l'action de la Fed. À un moment donné, ça va finir par commencer à fonctionner. Et là, il commence déjà à y avoir des licenciements, il va y avoir des vagues de licenciements assez massives. Donc les marchés, et donc le spectre de la récession revient.
Et je tiens à signaler quand même que j'ai lu quelques articles là-dessus, où les marchés commençaient à être assez inquiets pour 2023, par rapport à cette récession et par rapport à ces vagues de licenciements, hein. C'est pour ça que là, à la fin de l'année et ce qui va se passer en 2023, c'est deux choses complètement différentes, hein. 2023, on en reparlera dans une autre vidéo plus tard dans l'année, là. Mais là, on finit avec la fin d'année, le rallye haussier. Il nous reste 15 jours avec le FOMC. Un truc important, c'est le FOMC, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et puis après, on va envisager 2023. C'est une toute autre chose, hein. Pour l'instant, il n'y a rien à dire de particulier, hein. La Fed a encore du chemin à parcourir, donc, hein, comme je vous disais, un nouveau rapport qui est tombé, le NFP, montre que les employeurs américains ont créé plus d'emplois que prévu le mois dernier et que les salaires ont augmenté le plus en près d'un an. Tout comme la Fed a clairement indiqué qu'elle souhaitait réduire l'ampleur des prochaines hausses de taux. Ça, c'est ce que les marchés ont bien voulu entendre, mais avec le NFP, là, la lecture nette est que le marché du travail est encore beaucoup trop tendu et ne se refroidit que très progressivement. Donc les économistes de Mitsuzo Alex Pell et Steven Ricciuto, dans une note, ont déclaré cela. Cela suggère que l'économie est résiliente et peut supporter plus de hausses de taux et une politique plus restrictive encore plus longtemps. Voilà. Donc quand les marchés ont compris ça, ça a fait sell-off. Il reste encore un mois, mais rien ne changera probablement le fait que de nombreux investisseurs se souviendront de 2022 comme d'un enfer. Je vous assure que c'est vrai, hein. Il y a beaucoup... ouais, ouais. Regardez les hedge funds, ils se sont complètement plantés en 2022. Pourtant, tout comme les habitants des casinos qui recherchent leur perte, les investisseurs augmentent leur appétit pour le risque en essayant d'en récupérer une partie. C'est vrai qu'on a un rallye, hein, depuis 3 semaines, un mois. Ils essayent de se refaire un peu en fin d'année, hein. Les gestionnaires de stocks actifs ils prennent des positions. Les marchés d'options montrent une tendance à la couverture, ainsi que les traders professionnels reprennent. Et la demande pour les stocks, la demande pour les actions est continue et éternelle. Il y a des favoris, notamment les techs et tout ça, les banquières, bon, voilà. Les traders de Goldman Sachs sont sur le point d'afficher leur plus gros chiffre d'affaires depuis plus d'une décennie. Donc ça va pour eux, tu vois. Ils ne seront pas les seuls. Les banquiers qui travaillent sur des rachats ou des collectes de fonds, apparemment aussi. Les traders d'actions, d'obligations, de devises et de matières premières, qui ont éteint les lumières, ont dû supposer qu'ils décrocheraient un gros chèque. Apparemment, oui. Alors là, on a JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Banque d'Amérique, Bank of America et Morgan Stanley, 2018-2019. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils vont gagner chacune cette année. Vous voyez, donc on a JP Morgan, la grande gagnante. Goldman Sachs en deuxième position. En troisième position, c'est toujours les mêmes, hein, Citigroup. Donc pour eux, ça va. Tout va bien pour les banques. Ils ont fait encore des profits mirobolants. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça. Et c'est souvent ce qui annonce les crises, hein. Quand tout va bien pour les banques, qui vendent leur merde à tir-larigot, que ça commence à tirer sur le marché de l'immobilier, que ça commence à tirer sur le marché obligataire, que ça commence à tirer sur le marché de l'emploi, que les taux remontent, que les taux remontent, que les taux remontent, l'inflation revient, tout ça. C'est toujours là. Ça va finir par se casser la gueule, tout ça. Attention, 2023, c'est une autre histoire, on fera une vidéo là-dessus. Le calendrier pour la semaine prochaine. Alors moi, je vais enlever la plupart des trucs là parce que ça me saoule. Tout ça, c'est bien beau, mais voilà. En fin de compte, nous, on va vraiment s'intéresser. Et je vous jure, il n'y a pas grand-chose. Bon, si je regarde le calendrier avec les 2 étoiles et 3 étoiles, et que je regarde l'Europe, bon, en Europe, lundi, il y aura Lagarde qui va faire. Lagarde, elle va faire 2 discours. Un lundi et un dans la semaine aussi, un autre. Et un jeudi. Donc faut l'écouter. On ne sait jamais parce que la BCE aussi est une grosse banque centrale et elle a la même politique que la banque américaine. Donc c'est les mêmes problématiques qui se posent ici en Europe. Donc Lagarde, 2 fois discours, lundi, jeudi. Pour continuer sur l'Europe, on a les PMI lundi, d'accord, à surveiller. Et c'est pareil pour les États-Unis, on a les PMI l'après-midi, service, donc à surveiller. Surtout l'indice PMI non manufacturier de l'ISM, c'est à 16h lundi, d'accord. Ensuite, mardi, il n'y a pas grand-chose.
pour ce qui est des US et de l'Europe. D'accord. Mercredi, la Chine, balance commerciale à surveiller, et surtout le PIB de l'Europe à 11 heures. Après, au niveau US, à part les stocks de pétrole, il n'y a pas grand-chose. Et on surveillera la Banque centrale canadienne et sa décision sur les taux, parce que c'est une des banques les plus importantes. Donc, Banque du Canada, Banque de l'Angleterre, Banque européenne et la Fed, c'est des banques qu'on surveille. On surveille, et la Banque australienne aussi. On surveille ce qu'ils font et on surveille ce qu'ils disent. Et ils ont tous la même politique en ce moment. Ils remontent tous leurs taux. L'ADP, jeudi, peut-être un petit moment chaud, 3 étoiles, à 14h30. Peut-être le moment chaud de la semaine, parce que c'est une statistique de l'emploi donc importante. Et vendredi, on aura l'indice du Michigan à 16h, et à 14h30, les prix à la production. Alors, c'est pareil, c'est peut-être les deux moments chauds de vendredi. Donc, jeudi, vendredi, il y aura peut-être deux moments chauds avec l'ADP et l'indice du Michigan et les prix à la production. Mais c'est vraiment tout, quoi. C'est pour ça que moi, je pense que la semaine prochaine, on va ranger, on va balancer, on va pas avoir quelque chose de très, très directionnel. Vous voyez, ça, c'est un graphique hebdomadaire. On va passer au graphique après. Je finis un petit peu sur le contexte. Mais voilà, au niveau du contexte, on a fini, hein. Là, un article du Wall Street Journal maintenant, je crois que c'est là tout à l'heure que j'ai vu que les marchés étaient assez inquiets par rapport à... Une grande question est de savoir combien de temps la force du marché du travail peut durer alors que la Fed augmente ses taux d'intérêt. En novembre, la masse salariale a augmenté dans les loisirs et l'hôtellerie, la santé et le gouvernement. Le secteur de l'information, qui comprend de nombreux emplois technologiques, a également embauché des travailleurs à un rythme sain. Mais des fissures apparaissent. Certaines entreprises des secteurs de la tech, du divertissement et de l'immobilier licencient des travailleurs. C'est ça, on commence à être inquiet, hein. Et nombre d'entre elles sont de plus en plus nerveuses face aux perspectives économiques. Les entreprises du commerce de détail et de l'entreposage suppriment des emplois pendant la période des fêtes car les consommateurs déplacent leurs dépenses de biens vers les services tels que les restaurants. Voilà, donc on commence à avoir un petit peu peur. Un employeur va commencer à réduire ses embauches bien avant de commencer à licencier sa main-d'œuvre existante, a déclaré Guy Berger, économiste principal chez LinkedIn. C'est le premier levier. Les chiffres de la masse salariale qui sont sujets à des révisions pourraient surestimer la force du marché du travail. Ça, c'est très important. Écoutez bien. Les chiffres de la masse salariale qui sont sujets à des révisions pourraient surestimer la force du marché du travail, ont déclaré certains économistes. Un ensemble de données plus complet, connu sous le nom de recensement trimestriel de l'emploi et des salaires, montre que les emplois ont augmenté de 500 000 de moins au cours de l'année jusqu'en juin que ne l'indique la masse salariale, selon UBS. Étant donné que les masses salariales mensuelles sont finalement ajustées à l'aide de ces chiffres plus complets qui sont basés sur les dossiers fiscaux des employeurs, elles seront probablement révisées à la baisse. CNN a déclaré cette semaine qu'elle licencierait des employés et DoorDash Inc. a déclaré qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 1250 personnes. AMC Network a déclaré dans une note aux employés qu'elle prévoyait de licencier 20% de sa manœuvre américaine. Et ça continue comme ça, il y en a plein d'autres qui commencent. Les annonces de licenciement d'entreprises ont généralement été concentrées dans l'industrie technologique et les secteurs de l'économie sensibles aux taux d'intérêt, tels que le logement et la finance. Et ça commence à licencier, ça commence à annoncer des licenciements. Et ça, c'est très inquiétant. Ça, c'est très inquiétant. Ça, c'est pour 2023, on en reparlera. Donc, quand l'euphorie du rallye de fin d'année sera passée, il faudra retomber sur terre, les amis. Bon, maintenant, on va passer au graphique. Allez. Bon, allez, on va attaquer les graphiques maintenant. Et on va regarder d'abord le volume profile. Alors, SP500, vous avez un graphique hebdomadaire du SP500. Et vous voyez sur le graphique hebdomadaire, je commence par celui-ci pour que vous voyez bien où est-ce qu'on est. On est pris entre la MM200 qui a fait rebond ici à la rentrée, fin septembre, début octobre. Là, je vais sortir mon Epic Pen. Et la vallée ici à 3558,75. Rappelez-vous, on avait eu un bon responsive buying là ici, hein.
et entre le VWAP qui est à peu près à 4080 ici, en extension 4100 qui est ce groupe. Vous voyez, il y a un pic ici, volume profile, on le voit très bien. Voilà. On est pris entre ça et ça, ce VWAP annuel. Mais ce qui saute aux yeux, c'est énorme ce pic. C'est l'objectif à 4150 dont je parle depuis un moment. Donc on est coiffé. Les prix s'arrêtent vraiment pile poil juste en dessous cet énorme pic, hein. On est coiffé, on est juste en dessous. D'accord? Donc, on est dans un creux. On est rentré dans on a un gros pic en bas ici, vers les 3009. On en a un autre plus petit intermédiaire ici, mais c'est surtout celui de 3009. Et le gros pic ici à 4160, il correspond aussi au POC TPO annuel, ici à 4160.5. Donc on est pris dans en hebdomadaire, on est pris dans ce grand creux là, d'accord. Et il y en a il y a un sous-creux ici, et on est dans ce sous-creux. Et on voit très bien les prix qui sont dans ce sous-creux, pris dedans, en cette fin d'année. Et on voit ici à 4147, donc 4150, hein, ici, on a ça c'est la MM50, je crois, ici. Et le POC annuel à 4160 qui coiffe avec ce gros pic. Donc je pense moi je pense hein, que les 4150, 4160 seront touchés avant la fin de l'année. Je continue à le dire. Je continue à le dire. Voilà. Pour moi, c'est l'objectif. C'est ce gros pic ici, c'est l'objectif. Je pense que le rallye de fin d'année, on va aller toucher les 4150, 4160. On va aller toucher le POC annuel à 4160.5. On va se faire un retour dessus. On va même peut-être le dépasser un petit peu, on verra. C'est possible, c'est possible. En extension, on pourrait même parler des 4002. D'accord? 4160, 4002. Ça, c'est ce que je vois au nord sur ce graphique volume profile en hebdomadaire. Ok. Maintenant, on va regarder. C'était juste pour avoir une target au nord. Maintenant, on va parler plus on va regarder en daily. En daily, bah, c'est pareil, hein. On a exactement le même, le même pic, hein. Il est là, d'accord? Avec le petit, le petit pic en dessous ici. Donc c'est 4150, 4160, hein, faut pas chercher. Et en daily, on est coincé entre la MM100, là, vous voyez? Elle a fait un magnifique rebond. Et pareil, le VWAP annuel. Et moi, je pense que là, on a clôturé ici, juste au-dessus de la MM200. Je pense, ça fait déjà 2 semaines de suite qu'on clôture au-dessus de la MM200. On la tient, même si on a du mal. Et je pense qu'on va repartir cette semaine, et peut-être plutôt la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, la semaine du FOMC, direction les 4160. Je pense. Sur une perspective volume profile, ce gros pic nous attire. Ce gros pic nous attire, je doute qu'on n'y aille pas. Les 4160 sont pour moi un objectif pour, euh, pour cette fin d'année, ici. Honnêtement, je serais surpris qu'on n'y aille pas.
Maintenant, la semaine prochaine, au vu du calendrier qui n'est pas formidable, au vu de la semaine qu'on a faite là, je pense que la semaine prochaine, en attendant la semaine du FOMC qui est la semaine du 14 décembre, donc qui sera la semaine d'après, si je ne me trompe pas, c'est ça, je pense qu'on pourrait se taper une semaine tampon, c'est-à-dire une semaine balancée, une semaine de pause, la semaine prochaine, comme on a fait là. Vous voyez, par exemple. On peut même inclure tout, hein, parce que même les journées où il y a un peu plus d'extension, ça reste dans le range. Je pense qu'on pourrait, là, vous voyez, on a eu 2 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a eu 2 semaines où vraiment on était balancé dans une zone avant de s'en extraire et de faire en une séance, voire deux. En général, c'est en une ou deux séances, une extension de range. Et je pense que on a fait l'extension de range la semaine dernière. Maintenant, je pense qu'on va se payer une semaine ou une dizaine de jours avant le FOMC à ranger, à balancer là-dedans. Alors, on va être un petit peu plus précis, mais au niveau du scénario numéro 1, moi je pense que c'est ça. C'est mon scénario numéro 1. Une semaine, voire une dizaine de jours jusqu'au FOMC de rangement comme ça. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. On va ranger. D'accord? On va regarder entre quoi et quoi. Alors, sur une perspective volume profile. Vous voyez bien, on va zoomer. Voilà, sur une perspective volume profile, on retrouve cet énorme double pic là, à 4150, 4160. Ok. Donc ça, c'est l'objectif dans les 5 à 10 jours que je vois très bien nous faire. Que je vois bien le SP nous faire. Ici. Mais, comme je disais, je me demande si on va pas se taper une petite semaine de pause. Alors, on a clôturé ce vendredi soir, pardon, ici. D'accord? Au niveau juste en dessous le POC hebdomadaire. Donc, on pourrait dimanche soir voir une ouverture très peu punchy. Ça dépendra des news, mais vous avez vu le calendrier, hein, il n'est pas formidable. Et drifter, commencer à drifter un petit peu sud. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Aller chercher ces premiers niveaux là, ce premier niveau ici, qui est ce gros pic ici à 4055 ici, avec cette single print rouge ici. On pourrait commencer à aller chercher cette première zone. Bam. Et on aurait ici déjà première zone où on aurait entre 4055 à peu près là et 4060, on aurait une première zone où on pourrait tenter des petits scalps, 4050, 4060 au sud. Je pense que ça pourrait réagir à la première touchette, ça pourrait réagir. Ensuite, je pense qu'on continuerait à drifter sud. On continuerait, hein, on rejoindrait les 4041 ici. Et on continuerait, on viendrait retester comme ça, et on drifterait tranquillement, pour rejoindre tranquillement toutes ces single prints qu'on a laissées là en bas, à partir de... en fait, elles se trouvent entre à peu près 3980 ici. Et
4002 ici, et ici on a une autre qui entre 4007 à peu près et 4009, un truc comme ça. Je vais regarder plus précisément, mais voilà, moi je pense qu'on pourrait rejoindre ces single prints là pour les travailler, et évidemment ce serait autant d'endroits où on pourrait avoir des points d'entrée pour des scalpings. Voilà mon scénario numéro 1, dimanche soir, on commencerait on ouvrirait, puis on commencerait à drifter au sud, et on retournerait donc dans ce creux-là qu'on a laissé, parce qu'on a fait une double distribution avec un gros pic, un gros POC volume en haut et un gros POC volume en bas. Donc moi je pense qu'on va retourner travailler dans Mon premier scénario, ça serait qu'on retourne travailler dans ce creux. D'accord? Et donc qu'on fasse ce scénario-là. Tac, 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 qu'on drift sud tranquillement et qu'on travaille là-dedans toute la semaine, qu'on rejoigne ces single prints qu'on a laissés derrière nous, là, qu'on vienne les combler. D'accord? Et qu'on rejoigne au fur et à mesure de la semaine ce POC du mois dernier ici. Et finalement, à la fin de la semaine, on aurait rejoint la distribution du bas, le POC du mois dernier, et on reviendrait mourir ici, vers les 4000, 4002 en intra-week. C'est mon premier scénario. Alors, au niveau des niveaux, je vais vous les faire apparaître. Je vais zoomer un petit peu. Comme je vous disais, dimanche soir, je pense, mon premier scénario, c'est qu'on irait, on commencerait à drifter sud, hein. On irait chercher cette première single print qui se trouve à 4057,50 avec ce premier pic ici, aux alentours des 4054, 4055. Ok. Donc entre 4053 et 4057, là, il y a une belle zone. Sans compter la réjection ici à 4061,50. Dimanche soir, je pense qu'on irait rejoindre ça. Ensuite, on jouerait un petit peu autour. On finirait par casser. On irait rejoindre les 4041 ici. Puis on continuerait pour rejoindre les 4021. Et enfin, on continuerait pour rejoindre toute cette zone ici, où il y a toutes ces single prints, comprises entre 3980.25 en bas ici, et 4012 en haut ici. Et évidemment, il y a un enchevêtrement de plusieurs single prints. Hein. D'accord? Mais la zone, elle est entre 3980.25 et 4012 en haut. On irait rejoindre ça, on irait travailler là-dedans en fin de semaine pour finir à s'écraser sur le POC mensuel à 3958,50 du mois dernier. Hein. Et alors peut-être revenir mourir vers les 3980, 3990, voire 4000 en fin de semaine. Donc on ferait une semaine dans ce creux. D'accord? Ok. En perspective volume profile, c'est ce que je vois. Ensuite, si jamais c'est le nord qu'on choisit, d'un point de vue volume profile, comme je le dis, au nord, moi ce que je vois comme objectif, c'est les 4160 ici, 4150. 4150, 4160, c'est mon objectif au nord premier. C'est alors ça voudrait dire que alors, je finis. Donc je finis. Non, je continue. Ça voudrait dire que dimanche, on ouvrirait ici. Peut-être on viendrait chercher des acheteurs sur cette première zone dont je vous parlais ici, hein, vers les 4055, 4057. Ou peut-être qu'on irait directement au nord dimanche. Mais en tous les cas, on viendrait chercher des acheteurs pour repartir au nord, ou on irait au nord directement, peu importe. On s'affranchirait de ce POC volume hebdomadaire. Peut-être qu'on accumulerait encore un tout petit peu d'énergie autour, peut-être lundi ou mardi, hein, en rangeant dans cette zone-là. Et ensuite, en fin de semaine, jeudi, vendredi,
en 2 jours peut-être, on irait, premier objectif, c'est single print compris entre 4105 et 4127,75 ici. Alors, évidemment, ce sont des niveaux où on peut s'amuser. Et vendredi, boum, on va à 4140, 4150, voire peut-être 4160. Voilà. Sauf si on attend la semaine prochaine au FOMC pour y aller. Et donc, il y aurait un scénario intermédiaire qui serait ni celui de la baisse, ni celui de la hausse, qui serait un truc intermédiaire où on s'amuserait là-dedans entre ces single print ici, entre les 4100, 4105, là, et dans ce creux ici, toute la semaine, et on ferait et on rangerait là-dedans toute la semaine. C'est-à-dire qu'on balancerait, on ferait un profil un petit peu comme ça, d'accord? Où on travaillerait surtout là, dans ce creux, avec une queue de vente ici, une queue d'achat par là, c'est-à-dire on viendrait réagir ici à la baisse et on viendrait réagir par ici sur le POC mensuel, par exemple, du mois dernier à la hausse, mais on travaillerait surtout au milieu, dans le creux. Ça, c'est le troisième scénario. Donc il y en a un qui est plus baissier, le premier, un qui va aux 4150, 4160 et un qui reste plutôt là-dedans. D'accord? C'est pareil pour le Nasdaq, hein. Le Nasdaq, c'est exactement le même beans. Il y a rien qui change. L'objectif sur le Nasdaq, si jamais on va au nord, c'est ce gros pic là. On va regarder en daily. Vous voyez, il a un énorme pic ici, le Nasdaq. On y a déjà été, mais la configuration volume profile du Nasdaq est légèrement différente. Mais et les amplitudes sont beaucoup plus importantes sur le Nasdaq. Donc je pense que on s'engouffrerait là-dedans et on irait vers ici, vers le VWAP annuel et le POC annuel qui sont vers 12 009, 13 000 sur le Nasdaq. Mon objectif à la hausse pour le rallye de fin d'année, c'est sur le Nasdaq, c'est 12 009, 13 000. 12 900, 13 000 si on pète la hausse. Si on pète la hausse, c'est mon objectif sur le Nasdaq. 12 900, 13 000 qui sont par là. Il y a le VWAP annuel, le POC annuel. Il faudra s'affranchir de la MM200, mais voilà, s'il y a beaucoup de fuel et que le Nasdaq rattrape son retard, je serais pas surpris qu'on prenne appui sur ce pic ici et bam, direction les 12 009. Mais pas forcément la semaine prochaine, je vous dis en une semaine ou deux, d'accord? D'accord? C'est mon scénario haussier, c'est comme pour le SP. En une semaine ou deux, je verrais bien le SP aller toucher les 4150, 4200. Maintenant, la semaine prochaine, sur le Nasdaq, c'est exactement comme pour le SP. Je verrais bien se reposer après avoir fait cette semaine là où on a bien squeezé. Je le verrais bien continuer à se reposer et retourner un petit peu en arrière, travailler, d'accord? Tout ça là, ce grand creux, exactement comme pour le SP, d'accord? Exactement comme pour le SP, dimanche soir, on ouvre et on commencerait à drifter. Et on irait jouer avec les niveaux, comme ça, de niveau en niveau.
Et on irait rejoindre toutes ces single prints, le POC du mois dernier ici. Sur le Nasdaq, le POC du mois dernier, il est à 11 668,75 ici. Et je pense qu'on pourrait le rejoindre, même aller un petit peu plus bas, travailler jusque-là et revenir mourir en fin de semaine vers les 11 700, 11 750 ici. Ou alors, ils vont s'affranchir dimanche soir, lundi, mardi du POC de la semaine dernière, du POC mensuel, et ils vont commencer à attaquer. Ils vont balancer un petit peu en début de semaine en haut, prendre de l'énergie, prendre appui sur le pic ici, et bam, en fin de semaine, jeudi, vendredi, commencer à attaquer. Et commencer à partir au nord en direction des 12 200, 12 300 ici, là. Ici, il y a une belle single print aux alentours des 12 270 à peu près. Évidemment, c'est encore loin des 12 009. Hein. Ça, les 12 009, c'est le scénario ultra haussier. Ça serait pas forcément que la semaine prochaine, mais ça serait avec le FOMC et tout le bordel. On en reparlera la semaine d'après. Mais au moins cette semaine, accumulation d'énergie par là. On prend appui sur ce pic ici aux alentours des 12 030, 12 030, 12 040, et boum, on part au nord en fin de semaine jusqu'à 12 240, 12 260 ici. Là. Ou alors, il se casse la binette toute la semaine, dès dimanche soir, et on rejoint le POC mensuel du mois dernier ici à 11 668,75 ici. Et en extension un petit peu plus bas vers 11 595. Et on travaille là-dedans. On travaille dans ce creux toute la semaine. On peut faire une semaine balancée aussi. Hein. Un coup en haut comme ça, un coup en bas comme ça. Ça va être simple. Hein. Entre le POC mensuel ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme sur le SP, et entre ce pic ici et cette single print ici. Et on ferait une semaine d'énergie comme ça. On accumulerait de l'énergie en attendant la semaine prochaine. Et je vous dis, on aurait un profil, une espèce de courbe de Gauss comme ça, avec une responsive buying en bas sur le POC mensuel et une responsive selling en haut, par ici, quoi, sur les hauts de la semaine dernière, sur la single print, sur ce pic ici, vers les 12 130, et une belle courbe de Gauss au milieu où on travaillerait là-dedans, là, où on aurait besoin de travailler là-dedans. D'accord? Ça, c'est le scénario du range. Il y a un scénario plutôt baissier, où on rejoint le POC mensuel et en extension un petit peu plus bas, les 11 595 à peu près. Là. Il y a le scénario où on range entre le POC mensuel du mois dernier et les hauts hebdomadaires la semaine dernière. Et le scénario où on explose le POC hebdomadaire de la semaine dernière, on explose le POC mensuel, et boum, on va à 12 130, on accumule un petit peu d'énergie entre 12 130 et les hauts de la semaine dernière, et bam, on part direction les 12 240, 12 250, 12 260. Et après, on continuerait avec le FOMC la semaine d'après, 12 009, 13 000. Pourquoi pas? De toute façon, il y a de très beaux niveaux toute la semaine. On va voir sur le market profile. Là déjà vous voyez les single print où elles se trouvent à peu près. Le POC mensuel du mois dernier. Vous voyez les pics, le gros pic ici. Là aussi. Et puis au-dessus il y a ce vacuum. Il y a un beau vacuum. Pour ça je vous dis on pourrait très très vite partir au nord. Puis le Nasdaq il a du retard à rattraper aussi. On verra, ça va dépendre du mood, de l'état d'esprit des marchés. Est-ce qu'ils vont rester dans cet état d'esprit où ils se sont repris vendredi après la première réaction post-LFP, ils se sont repris. Est-ce qu'ils vont rester dans ce mood? Et on pourrait dès dimanche soir aller au nord, hein. Dès dimanche soir. Ça va être tout l'un ou tout l'autre. Je ne peux pas vous dire. Hein.
Mais en tous les cas, ce que je pense, c'est que ça va peut-être être une semaine où on va pas trop bouger de secteur. On va accumuler encore un peu d'énergie, au moins une première partie de semaine. Alors, regardez les niveaux comme les niveaux que je vous avais donnés, comme ils ont fonctionné. On va zoomer un peu. Regardez ça. C'est impressionnant. On a eu mon scénario numéro 1. C'est-à-dire qu'on a été chercher des points des acheteurs, je me souviens. Hein, mon premier scénario, c'est qu'on allait ouvrir dimanche soir, aller chercher les acheteurs. Alors, je vais vous faire remarquer que sur le chemin, on a tapé tous mes niveaux. À chaque fois, il y a eu des réactions. Regardez là, regardez là, regardez là, regardez là, là, ici, ici. En fait, j'avais les bas de la semaine. Hein. J'avais les bas de la semaine. Ensuite, en seconde partie de semaine, bon, je vous ai expliqué pourquoi, on a explosé et on est allé dans le vacuum ici. Et on a travaillé le vacuum. Et si, ça y est, on a fini de travailler ce vacuum. Donc je vais pouvoir l'enlever parce que ça y est, il est travaillé. Et regardez ici, bam, regardez mes niveaux à chaque fois. Bam, ici, bam, à chaque fois qu'on touche mes niveaux, il y a une réaction, bam, bam, bam. Après on les casse, on revient les tester, bam. Voilà, enfin, donc voilà, mes niveaux sont une folie, hein, mes amis. Vous commencez à le comprendre. Hein. Donc là, je vais les refaire, je vais tout enlever. Donc, mes amis, maintenant vous le savez, il faut prêter grande attention à ce graphique Market Profile hebdomadaire et au niveau que j'y note parce qu'ils sont d'une efficacité incroyable. Maintenant, vous le savez. Allez, j'enlève tout. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que je pense que l'on pourrait faire la semaine prochaine et surtout, quels sont les niveaux importants, objectifs. Mais en plus, si on y va, on va réagir dessus, c'est sûr. Notez-les. Ici, les 4290,25, ils sont extrêmement importants. Bon. Ensuite, on se trouve en dessous, et il est important de le noter, c'est le POC TPO de la semaine. Il est ici, on le note. 4077,5 à peu près. On le note parce que il converge, même si on l'a travaillé, avec une ancienne single print. Donc on se le note. Je vais zoomer un petit peu après. Je vais zoomer un peu. Donc là, il y a un point très important. Alors ensuite, je vais zoomer. Je voulais juste remarquer les points vraiment très très importants qu'on a au nord. Euh, je vais noter aussi les hauts hebdomadaires. Je vais noter aussi les hauts hebdomadaires. Hop là. Et ici, on a deux POC qui s'enchevêtrent à 4167. Ça, c'est les deux POC là, il y en a même trois. Hein. Il y en a un qui est un petit peu au-dessus. Trois POC hebdomadaires, TPO, ici, là, qui s'enchevêtrent, plus un haut hebdomadaire, ici, aux alentours des 4166,25. Donc là, il y a une zone très importante. Mais on va zoomer dessus parce que on va la préciser un peu, cette zone. Donc maintenant, on va zoomer un peu. On va zoomer un tout petit peu. Voilà.
Et on va mettre la zone, là, ce sera une zone de vente, ici, entre l'enchevêtrement de POC, là, et les hauts hebdomadaires. Donc ici, entre 4166,25 et à peu près 4172, 4173, il y a une zone très très intéressante au nord. Hormis ce gros POC à 4290,25. Évidemment, il y en a un autre à 4403,75, mais il est loin quand même. Alors, comme je vous disais, il y a aussi le POC TPO de la semaine dernière, vers les 4078. Il est à 4078, d'ailleurs, c'est pas environ, c'est 4078. On va le mettre à 4078 pile. Voilà. Et comme d'habitude, vous savez que j'adore ça, on va noter la distribution du haut entre 4066,75 ici et 4094,50 à peu près en haut. Et la grosse distribution du bas entre 3990,75 et 3946. Voilà. Avec la zone intermédiaire de celle-ci qui correspond à ce gros pic TPO vers 3965. 3966. Et la zone intermédiaire de la première, elle correspond quasiment au POC TPO de la semaine vers 4078. Elle est un tout petit peu plus haut, mais c'est quasiment, c'est à peu de choses près la même zone. Donc là, on trace ces deux distributions-là. D'accord? Elles sont importantes. Alors, je voudrais zoomer sur quelque chose pour m'en faire une idée. Ouais. Vous voyez, il y a un point dur ici, hein, qui fait support ici et ensuite résistance ici. Donc c'est bien ce haut de la zone. J'ai eu raison de mettre le haut de la zone ici. C'est très bien. Mais il y a également au niveau de l'open de hebdomadaire ici un gros point dur, un double top ici. Donc là, on va se mettre un niveau entre l'open et les deux points durs, un niveau d'achat ici. Voilà. Tac. Je vais la mettre un petit peu plus grosse. Voilà. C'est vers 4020. Ok. Je voulais être sûr, mais ouais, il y a un truc ici. Ensuite, si on va un petit peu plus bas, il y a un truc qui est évident. C'est les bas hebdomadaires ici. 2 semaines d'affilée. Vers les 3940. 3938, 3940. Ici. Il y a le bas de la semaine dernière et le bas d'il y a 15 jours. C'est évident que là, il y a un gros niveau, d'accord? C'est évident. Ensuite, si on continue au sud, on marque les bas de cette semaine, là, vers... de toute façon, c'est pas compliqué. Je vais le faire noter. Vers 3912,25. 3912,25. À peu près. On le note. C'est important. Ensuite, on note ce POC TPO qui correspond avec cette single print ici à 3867,25. Là, 3867,25 plus le POC TPO juste en dessous vers 3866,25. Vous me notez ce niveau là. Il y a un niveau ultra important
ici, qu'il faut surtout noter. Et en plus, il y a encore un petit peu de vacuum à travailler ici. Vous voyez là, ça n'a pas été bossé ici. Donc, si on y va, on risque de continuer à venir. Ça peut être un objectif justement au sud. C'est 3867,25 parce que là, il faut qu'on vienne bosser encore ici. D'accord? Ensuite, en dessous, on a un très gros niveau ici à 763,75. Énorme niveau. Et en extension, vous me ferez le plaisir de noter cette grande zone autour du POC, comprise entre 3746,75 et 3777. Là, il y a une très belle zone, d'accord? Alors c'est pareil, on va zoomer un truc. Oui, il n'y a rien de très précis à part deux petites queues cachées ici. Donc ici, vous me ferez le plaisir de mettre une zone où on surveillera quand on y arrivera. Ici, il y a une queue d'achat, ici aussi, donc on les note. Voilà, ici, il y a un point dur et un deuxième point dur. Ok. Entre 3787,25 et 3795,25. On surveille en tous les cas quand on y arrive, d'accord? Si on y arrive. Ok. Voilà pour les niveaux et le quadrillage du terrain. Notez bien, parce que maintenant vous avez l'habitude, vous avez remarqué que mes niveaux sont très pertinents. Donc, je vais vous faire un aller-retour. On va voir un petit peu au sud. Vous les notez, ils sont marqués. Vous ferez des zooms, des pauses. Voilà. Pour le sud, déjà, si on va jusque-là, ça sera très bien. Et pour le nord, voilà mes niveaux. Voilà le quadrillage immédiat du terrain parce qu'on a clôturé ici vendredi soir. Donc le quadrillage immédiat du terrain, c'est ça. Hein. Donc vous notez bien les niveaux qui sont notés. Hein. Et un petit peu au nord, pour moi, il y a ça ici. Et puis beaucoup plus haut, il y a ça. Voilà pour le nord. Euh, on va remonter. C'est déjà pas mal. Alors évidemment, vous avez un haut hebdomadaire entre les deux là qui correspond avec un bas ici. Hein. On va le mettre quand même. On va quand même noter ça. Parce que c'est important. Il faut le noter. Alors, tac, on va tracer un rectangle. Ce bas et ce haut hebdomadaire qui coïncident avec un beau pic TPO derrière. Vers 4239, 4240. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les scénarios. Alors, les scénarios, comme je vous le disais, le premier que je vois, dimanche soir, on va ouvrir par là. Et on n'arriverait pas à s'affranchir du POC hebdomadaire, volume et TPO. On viendrait chercher des vendeurs et on redescendrait. Ou alors on descendrait directement dès dimanche soir et on s'engouffrerait dans ce gros creux. Et de niveau en niveau, on rejoindrait mes niveaux. Ici, à 4020, on pourrait jouer un petit peu avec, le casser, le retester, et on irait à la deuxième zone du bas, ici, où on réagirait évidemment sur le dessus. Hop, on finirait par casser, on irait sur la zone intermédiaire. Hop, et on finirait par casser pour aller sur la zone du bas vers 3950. Et on réagirait par là, voire éventuellement on casserait les bas hebdomadaires, on viendrait toucher 3009, 3910, 3912, hein, et après on reviendrait mourir vendredi dans cette zone-là.
dans la balance, la distribution du bas ici. On viendrait mourir vers les 3950, 3960. Ça, c'est le scénario de la baisse. Ensuite, j'ai le scénario numéro 2 qui est celui d'une balance où on travaillerait toute la semaine entre les deux distributions à faire un range. D'accord? C'est pas une baisse, c'est un range. On se tape cette distribution du haut, voire les hauts hebdomadaires ici à 4104. Ici. Ça, c'est 4104 ici à peu près. On se tape ce haut de distribution là, et ce haut hebdomadaire, et on redescend, on travaille dans le grand creux toute la semaine, on fait du... Et on arrive à la distribution du bas, mardi ou mercredi, on travaille un petit peu et on remonte avec en point médian de ce range les 4020. On remonte et on continue le travail et on fait du ping-pong entre la distribution du haut et la distribution du bas. Et en fin de semaine, on meurt vers les 4020, milieu du range, quoi. Sinon, c'est le scénario de la hausse qui l'emporte. Dimanche soir, on vient chercher des acheteurs, on baisse un petit peu et paf, on reste dans la distribution du haut. On reste autour du POC hebdomadaire. On accumule un petit peu d'énergie. Lundi, mardi peut-être, ou même avant, on vient chercher les acheteurs encore, et là, on les trouve et on pète les hauts hebdomadaires, on les pète, et on va à 4150, 4160 en fin de semaine. Minimum. Après, il y a la semaine d'après, mais minimum, on va à 4160, 4170, mais c'est le minimum. Hein. On n'aurait pas fait un gros chemin. Hein. C'est possible qu'on aille beaucoup plus haut. Souvenez-vous, mon second, l'objectif qui saute aux yeux, là, on va baisser. Souvenez-vous l'objectif qui saute aux yeux, là, des 4290. D'accord? Donc dimanche soir, on accumule de l'énergie, lundi aussi, on va chercher des acheteurs, on pète, on va 4150, 4160, en extension 4240, ici, et en extension 4290, mais la semaine prochaine, ça me paraît haut. Hein. Ben, pourquoi pas? Il faudrait vraiment qu'on accumule beaucoup d'énergie dimanche soir et lundi et mardi dans ma première distribution ici. Même on pourrait aller chercher les acheteurs jusqu'au mid de la semaine dernière, jusqu'au 4020 qui est un peu le point médian. Soit on va chercher les acheteurs assez près, soit on va les chercher un petit peu plus loin. Dans tous les cas, on les trouve et il y a réaction. Et on revient vers les hauts hebdomadaires, on les pète et on va direction 4150, 4160. Minimum. Et après, n'oubliez pas en extension qu'il y a d'autres points. Mais là, pour cette semaine, ça me paraît loin. Ça, c'est le scénario de la hausse. On peut tout à fait accumuler de l'énergie dans la zone de la distribution haute, là, et après partir. Ou aller chercher des acheteurs un petit peu plus bas, jusqu'à 4020. Et après partir. Dans tous les cas, c'est haussier. On va chercher du responsive buying quelque part vers les 4020 ou un petit peu plus haut, en haut vers les 4065, 4066, autour de la distribution du haut là. Et après, on s'en sert de trampoline et on part au nord. Ça, c'est le scénario numéro 3 de la hausse. Le scénario numéro 1, c'est celui où la distribution du haut empêche les prix de monter. Et on casse. Et on va à la distribution du bas, et en extension au bas de la hebdomadaire, voire un petit peu plus bas vers les 3012, ici. Et on revient mourir dans la distribution du bas en fin de semaine. Et le troisième scénario,
Et ça sera fini, hein, parce que vous m'excuserez, je suis un peu fatigué cette semaine. C'est le ping-pong entre la distribution du haut ici et la distribution du bas ici. Toute la semaine, on fait un ping-pong là-dedans. Notez bien les niveaux. Au-delà des scénarios, ce qui est important, c'est les niveaux que je vous ai donnés. Parce que vous voyez que les niveaux que je vous donne, ils sont ultra pertinents à chaque fois. Ok? Donc vous les notez. Il faut quand même que j'envisage. Je me rends compte que j'ai pas. Il y a un scénario que j'ai pas envisagé. Justement, dans cette optique d'accumulation d'énergie en attendant la semaine du FOMC, j'ai pas envisagé le scénario de la hausse où on irait, on s'extrairait de la distribution du haut, on va regarder ça sur le market profile après, en première moitié de semaine pour aller au 4150, 4160, peut-être 4140 dans un premier temps, ici. Mais on redescendrait, on se prendrait ce pic là, en pleine phase, on redescendrait, et donc on ferait cette balance, au lieu de la faire, la balance dans le creux ici, on la ferait un tout petit peu plus haut, on la décalerait sur le haut, comme ça. On ferait une balance entre le pic ici, 4140, 4150, et le POC hebdomadaire à 4080 ici, en extension un petit peu plus bas, la VAH du mois dernier ici à 4050 à peu près, vous voyez, 4040, 4050 ici. On ferait on irait chercher le pic, on se le prendrait en pleine face, 4140, 4150, 4160. Et on redescendrait et on balancerait en haut de distribution toute la semaine. On reviendrait mourir en fin de semaine vers les 4100, 4120 ici. Juste en dessous le pic. Il fallait quand même que j'en parle de ce. On va se mettre sur le market profile pour voir ce que ça donne. Il fallait quand même que j'en parle de ce scénario-là parce que il est fort possible. Hein. C'est-à-dire que on va pas balancer intra-week, on va balancer en dehors, on va s'extraire de la distribution et on va balancer après. Donc là, dimanche soir, on ouvrirait ici, comme prévu. On s'affranchirait de la distribution du haut, du POC hebdomadaire, des hauts hebdomadaires. Bon, après avoir tergiversé un petit peu, hein, d'accord, on est d'accord. Hein, mais on s'en affranchit. On va taper les 4150, entre 4140 et 4160 ici. Ça ne passe pas. Et on redescend. Et on fait du ping-pong entre la zone de distribution ici et les 4140. Voilà. Et on revient mourir en fin de semaine au milieu, comme ça. Fallait quand même que j'en parle. C'est tout à fait possible, un scénario comme ça, où on s'extrait de la distribution du haut, on monte, on va se taper le pic directement à 4140, 4150, 4160, on tape, on redescend, et on revient dans la zone de distribution haute de la semaine, là, et on fait du ping-pong comme ça, toute la semaine. Et on meurt là-dedans en fin de semaine. Fallait quand même que j'en parle, c'était important.